La loi de finances pour 2020 prévoit un certain nombre de changements qui sont assez importants en matière de TVA, mais qui sont par application, on va dire, successive. Donc, on a fait des choix et on a décidé de parler des thèmes qui sont déjà d'application immédiate, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2020, des changements importants en matière de réflexe en matière de TVA sont à avoir en tête, en fait. Donc, ces changements, on en parle depuis on va dire quelques temps, depuis au moins 2018. On les appelle les quick fixes. Alors, les quick fixes, c'est quoi? C'est des solutions pratiques et pragmatiques qui sont facilement mises en place, enfin facilement mises en place, pas pour les opérateurs, mais pour les États membres, parce que ces solutions sont nécessaires afin de répondre à des problématiques que tous les opérateurs au niveau intracommunautaire pouvaient rencontrer. C'est-à-dire, elles relèvent souvent de difficultés d'interprétation ou d'application et d'un manque d'uniformisation des règles. Donc ces quick fixes qui sont retranscrits dans la loi de finances, nous en avons 3. Alors, vous avez peut-être en tête un 4e, dont je vais parler un peu plus tard, mais qui lui est d'application directe parce qu'il est prévu par un règlement, donc il n'avait pas besoin d'être retranscrit dans les textes français. Donc la première étape de ces quick fixes qu'il faut avoir en tête, c'est le renforcement des conditions pour l'exonération des livraisons intracommunautaires. On aura ensuite une clarification du traitement applicable aux ventes en chaîne et ensuite une uniformisation des règles qui sont applicables pour les échanges intracommunautaires sous contrat de dépôt. Premier point, l'exonération, comment va fonctionner maintenant l'exonération de la TVA pour les livraisons intracommunautaires qui sont réalisées à partir du 1er janvier 2020. Pour mémoire, les conditions actuelles, enfin, on a passé, mais donc les conditions qui étaient applicables jusqu'en décembre 2019, on devait avoir une livraison qui était effectuée à titre onéreux, habituel. On devait avoir évidemment un vendeur assujetti, un bien qui était expédié ou transporté hors de France vers un autre État membre de l'Union européenne, et on devait pouvoir apporter la preuve de ce transport en dehors de l'Union européenne, en dehors de la France, et un acquéreur qui était assujetti. À partir de là, on avait toute une série de preuves alternatives qui nous permet de démontrer assez facilement, finalement, l'exonération de ces livraisons intracommunautaires. Et dans le cadre des contrôles fiscaux, les livraisons intracommunautaires, la justification des exonérations devenait finalement un problème qui était finalement mineur. À partir du 1er janvier 2020, il convient pour tout vendeur dans le cadre de flux intracommunautaires, de livraison intracommunautaire de biens, d'obtenir le numéro d'identification à la TVA de son acquéreur dans un autre État membre de l'Union européenne, donc de l'obtenir avant le flux de livraison, de vérifier la validité de ce numéro. Donc, ce qui était vu jusqu'à présent comme une condition quelque part, on va dire, formelle, et la jurisprudence de la CJUE nous permettait effectivement d'être un peu souple sur cette preuve en fait, d'identification et d'assujettissement du preneur. Aujourd'hui, c'est une condition de fond. Donc, il convient de mettre en place des procédures très strictes qui vont permettre de démontrer à l'administration, dans le cadre des contrôles fiscaux, qu'effectivement, vous avez obtenu en temps et en heure le numéro de TVA de votre client et que ce numéro est valide. Une deuxième condition qui est rajoutée, c'est le vendeur doit se conformer à son obligation de dépôt de la déclaration d'échange de biens. Et alors là, je pense que c'est un véritable changement, puisque pour les déclarations d'échange de biens, moi ça fait 20 ans que je fais de la TVA, j'ai toujours eu comme réflexe, ou du moins c'est comme ça qu'on m'avait appris, que les déclarations d'échange de biens, c'était une obligation qui était simplement formelle. Donc, des défauts de dépôt de déclaration d'échange de biens, la conséquence était 1 000 € de sanctions et de pénalités. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, ne pas déposer ou ne déposer des déclarations d'échange de biens non conformes, on ne parle plus de 1 000 € de sanctions par mois, on parle de la remise en cause de votre exonération de TVA. Donc, on est sur un changement complet. Ça veut dire que les procédures doivent être adaptées. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que sur les déclarations d'échange de biens, elles sont souvent laissées à la gestion des services logistiques. Donc, il convient de mettre en place les procédures
adéquate afin qu'on ait les bonnes informations qui remontent entre la comptabilité, les services fiscaux de l'entreprise et les services logistiques, et s'assurer que ces déclarations d'échange de biens sont conformes et comprennent l'ensemble des informations qui sont nécessaires. Donc ces deux nouvelles conditions, qui étaient plutôt vues comme des conditions formelles, sont aujourd'hui des conditions de fond. Donc, évidemment, les 4 conditions préalables continuent d'exister, mais vous avez 2 conditions nouvelles qui sont rajoutées, qui ne sont pas des moindres, qui ne sont pas forcément compliquées, mais en cas de défaut, c'est une remise en cause de votre exonération de TVA. Pour les modes de preuve, j'ai voulu juste rapidement que vous ayez en tête un point, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur ces derniers temps, en fait, sur les modes de preuve, en indiquant qu'il y avait une grosse révolution en fait, sur les modes de preuve des livraisons intracommunautaires. Alors là, on peut être tout à fait rassuré, il n'y a pas de révolution particulière. On se retrouve, les règles actuelles des modes de preuve continuent d'exister. On peut simplement, dans certaines conditions, se retrouver dans une situation plus confortable, qui est un mode de preuve qui nous permet de se retrouver dans une situation de présomption de sortie des biens du territoire, ce qui permet effectivement une sécurisation. Mais pour se trouver dans cette situation de présomption, il va être nécessaire d'obtenir une série de documents qui sont listés par le règlement. Je vais donner un type d'exemple. Il ne va pas falloir, par exemple, obtenir une CMR ou une facture de transport, un connaissement. Mais par exemple, il va falloir avoir 2 documents différents établis par 2 entités différentes et indépendantes. Et la difficulté provient de quoi? En fait, en termes pratiques, c'est qu'il est très difficile de pouvoir obtenir ces preuves, notamment lorsque vous réalisez le transport. Donc, cette situation de présomption, elle permet de sécuriser les flux, notamment dans des pays où on sait que les preuves de sortie des territoires sont compliquées et difficilement acceptées par les autorités locales. Je pense par exemple aux pays de l'Est. Mais en tout état de cause, d'un point de vue français, on ne devrait pas avoir de changement particulier. On se retrouve dans une situation qui est identique à celle que nous avions jusqu'à présent. Les preuves alternatives continuent d'exister. Deuxième mesure, c'est une clarification du traitement TVA qui sont applicables aux ventes en chaîne. Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'une vente en chaîne? Alors, une vente en chaîne, vous avez plusieurs opérateurs, un fournisseur initial, évidemment, des acheteurs-revendeurs et des intermédiaires dans la chaîne, et un acheteur final. On a un seul bien, en fait, qui fait l'objet de ces ventes successives, et un transport de biens entre différents États membres de l'Union européenne, mais un seul flux de transport. Donc, la difficulté va provenir, parce qu'on sait techniquement que le flux de transport ne peut être rattaché qu'à une seule vente pour pouvoir justifier l'exonération. Comme on a des ventes en chaîne, la difficulté, c'est effectivement de savoir à quelle vente on va pouvoir rattacher ce transport afin de justifier l'exonération. Donc l'enjeu, c'est la justification de l'exonération. Quel est l'opérateur qui sera capable de pouvoir facturer son opération sans TVA? Jusqu'à présent, on n'avait pas forcément de règles qui étaient clairement définies au niveau français. La jurisprudence européenne donnait des guides, mais était quand même d'interprétation un petit peu sujette à discussion. Donc on a fait une véritable insécurité pour les opérateurs. Et ça faisait l'objet de discussions assez variées en fait, dans le cadre des contrôles fiscaux. Le nouvel article 262 ter 1 bis, maintenant, nous apporte une précision, une grille de lecture. Il va falloir trouver dans cette chaîne l'opérateur que l'on va pouvoir qualifier d'opérateur intermédiaire. Alors, c'est une nouvelle définition, une nouvelle notion. Cet opérateur intermédiaire, qui c'est? Alors, l'opérateur intermédiaire, c'est un opérateur de la chaîne, un intermédiaire de la chaîne, différent du fournisseur initial, évidemment assujetti, et c'est cet opérateur qui prend en charge le transport du bien en dehors de l'Union européenne. Il le prend en charge soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers. Et la règle qui est posée, c'est par principe la vente qui sera exonérée et la vente qui est réalisée entre
le fournisseur de l'opérateur intermédiaire et l'intermédiaire, l'opérateur intermédiaire, sauf si l'opérateur intermédiaire donne son numéro de TVA dans l'État membre de départ des biens. Alors, je vais prendre un exemple pour essayer d'être un peu plus concrète. On a des ventes en chaîne en France. On va dire, le bien part de France pour aller en Italie. Et entre-temps, nous avons différents intervenants. Lorsque le fournisseur français et l'opérateur initial, les biens quittent le territoire français, cet opérateur initial, s'il ne donne pas son numéro de TVA en France, vous êtes en droit de pouvoir justifier l'exonération de TVA. Donc, ça paraît une solution qui est pratique et qui permet de mettre de la sécurité dans les échanges. La difficulté provient qu'il va falloir connaître sur chacune des ventes en chaîne les conditions juridiques qui sont appliquées. Parce que ces ventes successives, c'est souvent ce qu'on appelle les flash titles, donc des ventes rapides et automatiques qui ont souvent le même incoterm. Donc, effectivement, si vous avez 4 ventes en chaîne, par exemple Xworks, par définition, vous avez l'impression que c'est votre client qui prend en charge le transport, mais lui-même a lui-même revendu à son client avec les mêmes conditions. Donc, il n'est plus l'opérateur intermédiaire. Donc, on voit bien que cette notion qui est censée clarifier le traitement TVA applicable aux ventes en chaîne crée aussi une certaine complexité et la nécessité pour chacun des opérateurs d'être bien au courant des obligations des uns et des autres dans la chaîne. Troisième critère, enfin troisième règle, on a une uniformisation des règles applicables aux échanges intracommunautaires de biens sous contrat de dépôt. Alors, un contrat de dépôt, enfin, de quoi parle-t-on? C'est dans cette situation-là, on a une livraison de biens, la mise à disposition d'un stock par un fournisseur d'un État membre 1 chez, par exemple, son client dans un État membre 2. Le transfert de propriété de ce stock qui est mis à disposition n'aura lieu qu'à partir du moment où les biens seront prélevés par le client. Jusqu'au 31 décembre 2019, la France avait prévu un régime de simplification. Pour tous les fournisseurs qui mettaient à disposition de leurs clients des stocks en France, sous contrat de dépôt, l'immatriculation à la TVA française du fournisseur communautaire pouvait être évitée à condition que les biens qui étaient mis à disposition du client soient prélevés sous un délai de 3 mois. Alors, cette règle qui était prévue en France existait évidemment dans d'autres pays dans les autres États de l'Union européenne, mais pas forcément sur les mêmes conditions. Donc, le délai de 3 mois qui est applicable en France n'était pas forcément un délai qu'on retrouvait dans l'ensemble des États membres. À partir du 1er janvier 2020, les règles sont uniformisées. On a un seul délai qui est prévu, qui est 12 mois. Donc, on a une extension du délai au niveau français. Donc, l'ensemble des contrats de dépôt, dès l'instant où vous respectez un délai de 12 mois, aucune immatriculation à la TVA locale ne sera nécessaire pour le fournisseur. Autre disposition importante qui sont visées par la loi de finances 2020, le commerce électronique. Alors, ces dispositions sont applicables dès 2021. Donc, on a encore un peu de temps pour échanger et envisager les différentes problématiques. Donc, ici, on est dans la transposition des directives e-commerce. On a 4 points qu'il faut avoir en tête. 4 points importants qui sont à retenir. Alors, tout d'abord, on a un nouveau seuil qui a été mis en place pour les ventes à distance intracommunautaire de biens. Alors, jusqu'à présent, une vente à distance intracommunautaire de biens, c'est quoi? Nous avons un fournisseur français qui vend à un particulier établi dans un autre État membre de l'Union européenne. Cette vente, normalement, nécessitait l'immatriculation et la taxation de la TVA du pays de consommation lorsqu'on dépassait 35 000 € de vente dans l'État membre d'arrivée.
Aujourd'hui, le seuil est rabaissé de 35 000 à 10 000 euros. Et ce seuil, il y a deux particularités. C'est un seuil qui est commun avec les prestations de télécommunication, de radiodiffusion, de télévision et les services électroniques. Donc c'est un seuil commun. Et c'est un seuil qui est global, qui va s'appliquer à l'ensemble du chiffre d'affaires qui va être réalisé au niveau de l'Union européenne. Donc, vous réalisez des ventes à des particuliers en Espagne, en Italie, en Allemagne. C'est l'ensemble de ce chiffre d'affaires-là qui doit être additionné pour valider le seuil de 10 000 euros. Donc, on a un rétrécissement. On a aussi une nouvelle définition qui est donnée pour les ventes à distance, c'est que désormais, il faut que pour éviter tout ce qui était découpage artificiel des opérations de vente et des prestations de transport, l'intervention du fournisseur dans le transport peut être aussi une intervention indirecte. Donc toute intervention, même indirecte, qualifie votre vente de livraison intracommunautaire de biens de vente à distance intracommunautaire. Excusez-moi. Deuxième point important, comme on a effectivement des multiplications d'immatriculation qui peuvent être à gérer, on a un élargissement du recours au système du guichet unique. Donc désormais, ce qu'on connaissait sous le mini-guichet unique pour les services électroniques devient le guichet unique. Et ce guichet unique va permettre de déclarer sur le même portail l'ensemble des opérations, qu'ils soient liées aux services électroniques et de radiodiffusion, télévision et télécommunications, et les ventes à distance intracommunautaires de biens. Troisième notion à avoir en tête, avec les dispositions applicables dès 2021, on a une nouvelle notion qui est créée, qui est celle des ventes à distance de biens importés. Alors, cette nouvelle notion est finalement le parallèle de la notion qui existe pour les ventes à distance de biens intracommunautaires. L'objectif, c'est de lutter contre tous les systèmes de fraude qui permettent effectivement d'éviter le paiement de la TVA, l'imposition de la TVA dans l'état de consommation lorsqu'on va se faire livrer par un fournisseur chinois une coque de téléphone, par exemple. Donc l'idée, c'est effectivement pour les États d'arriver à appréhender ces flux et de les taxer à la TVA dans le pays d'établissement, le pays de consommation. Donc, cette notion de vente à distance de biens importés implique la mise en place d'un nouveau guichet pour les différents opérateurs, un guichet unique qui va permettre de déclarer la TVA des pays de consommation pour tous les biens qui seront en dessous d'une valeur intrinsèque de 150 euros. Dernière disposition à avoir en tête, qui est une disposition très importante, c'est la redevabilité à la TVA des plateformes ou des portails de commerce électronique pour certaines opérations. Donc, à partir du 1er janvier 2020, tous les sites, les plateformes de commerce qui permettront de faciliter les ventes à distance de biens vont être redevables de la TVA sur ces opérations qu'elles facilitent. Donc, ça va concerner les biens qui sont importés dans la limite de 150 euros, dès l'instant où ces biens ont une valeur intrinsèque inférieure à 150 euros. Et ça va également concerner toutes les livraisons de biens dans l'Union européenne qui sont réalisées par un fournisseur non établi. Les plateformes vont se retrouver redevables de cette TVA. Alors, il faut avoir en tête que depuis le 1er janvier, ces plateformes sont également solidairement responsables du paiement de la TVA française sur les opérations également qu'elles facilitent. Alors, cette solidarité est pour l'instant mise en place avec parcimonie par l'administration, puisqu'il faudra que l'administration demande à la plateforme de prendre des solutions afin lorsqu'elle aura identifié un opérateur qui ne payerait pas la TVA française, qu'elle mette en place des solutions pour que cette TVA française soit payée. Si effectivement la plateforme n'agit pas, l'administration pourra venir rechercher le paiement de la TVA française auprès de la plateforme. Donc cette solidarité de paiement est déjà en place.
elle n'est pas on n'est pas redevable, on est simplement solidairement responsable du paiement si on n'aide pas l'administration française à récupérer la TVA qui était concernée. Dernier point, la facturation électronique dans les relations B2B qui va être progressivement mise en place à partir de 2023. Donc aujourd'hui, dans les relations B2B, les modalités de facturation sont libres. À partir de 2023, l'administration française souhaite que la facturation se fasse de manière électronique, de la même façon que c'est aujourd'hui le cas pour les relations avec les collectivités publiques. Donc l'objectif, c'est une mise en place progressive entre 2023 et 2025. Ça sera échelonné, évidemment. Un premier rapport va devoir être remis au gouvernement en septembre 2020. L'objectif de ce rapport, ça va être d'évaluer les différentes solutions techniques qui permettent cette mise en place de cette facturation électronique. Pour mémoire, au niveau communautaire, nous avons déjà l'Italie qui, depuis le 1er janvier 2019, applique justement la facturation électronique, et l'Espagne et le Portugal qui ont mis en place la transmission des données de facturation de manière électronique auprès de l'administration fiscale. Évidemment, ces objectifs sont la lutte contre la fraude à la TVA, évidemment, et la facilité de recouvrement pour l'administration. Donc les enjeux, on aura encore pas mal de discussions en fait, sur ce point-là, puisqu'on a encore 2 ans devant nous. La première réunion est fixée au 17 janvier 2020. Et d'après les échanges que nous avons eus, l'objectif de l'administration française aujourd'hui est d'étendre aux entreprises privées la plateforme qui existe déjà dans le cadre des relations avec les collectivités, qui s'appelle Chorus Pro.